bonjour à tous, je suis Vanra, je suis auteure de bande dessinée et plus spécifiquement, je suis auteure de manga, donc d'origine française. Et je suis l'auteur actuellement des séries publiées en France et en Europe, à savoir Stray Dog, Ayakashi, Mortician et bientôt Neverend qui va arriver incessamment sous peu. Voilà, ça c'est uniquement les séries publiées en France et en Europe. Après, bon, j'ai plusieurs autres titres qui sont en publication ailleurs et du coup que j'espère qu'ils vont arriver bientôt au catalogue soit Glénat, soit d'un autre éditeur. Voilà. En effet, je n'ai pas commencé, si je peux appeler ça ma carrière, en France directement. J'ai commencé en publication donc à l'étranger, notamment sur le sol américain et japonais, avant d'avoir mes titres entre guillemets rapatriés en France. Voilà. Et puis pour anecdote, je suis également professionnelle médicale à temps plein également, ce qui n'est pas forcément un parcours commun par rapport aux autres auteurs. Je suis ostéopathe pédiatrique, donc spécialisée en pédiatrie fine, à savoir en pédiatrie du tout premier âge. Et les gens qui viennent me consulter au cabinet viennent le faire lorsque on a des enfants souffrant de déformations du squelette, plus ou moins majeures et plus ou moins graves. Donc moi, actuellement, je travaille sur les séries suivantes qui sont donc Stray Dog, Ayakashi, Mortician, Neverend, et Gone, que j'espère présenter prochainement. Donc Stray Dog, c'est une série qui se base sur un univers à la fois actuel et fantastique. C'est une satire de notre société moderne. Donc, dans la ville d'Iftar, on a la rencontre entre une jeune fille qui s'appelle Aki, qui, depuis la perte de son père, ne sait plus sourire, et Toru, qui est un lycan atteint d'une malédiction funeste et qui est en réalité la bête du Gévaudan. Voilà. Et la rencontre des deux va chambouler la vie de ces deux protagonistes, à savoir que Aki, au contact de Toru, va réapprendre finalement à prendre contact avec le monde qui l'entoure, à se réinsérer dans la société. Et Toru, qui est estampillé et considéré par tout le monde comme étant un monstre, va réapprendre lui aussi à redevenir humain et à se réinsérer également dans la société. Finalement, l'un dans l'autre, ce sont les deux miroirs d'une même pièce, sauf qu'on se situe dans deux, entre guillemets, races différentes, puisque dans le titre de Stray Dog, on a aussi la particularité, au niveau du monde fictif dans lequel se base l'histoire, d'avoir deux races qui s'opposent. D'un côté, les humains, qui contrôlent à peu près tout, et de l'autre côté, la race des Karats, qui est une race de démons qui peuvent prendre forme humaine. Et dedans, on a effectivement toutes les figures fantastiques, plus ou moins classiques ou plus ou moins habituelles que l'on a l'habitude de voir passer à travers les différents mythes et légendes, voire folklore et contes, toutes civilisations et cultures confondues. Donc, on passe par exemple par le Lycan, par l'intermédiaire du personnage de Toru. On pourra passer également par le dragon, par exemple, via le personnage de Cyanure. On pourra également passer par les fées, les Morrigan, par exemple, par le personnage de Anna. Donc, on a toutes ces figures qui sont mises en avant en tant que personnages principaux également. Et puis, ça me permet, par rapport à ce titre-là, d'inclure directement les mythes et légendes à l'intérieur, finalement, d'une série qui a des bases ancrées dans le monde moderne, puisqu'on retrouve, que ce soit au niveau architectural, que ce soit au niveau des thèmes insérés à l'intérieur, des socles vraiment très actuels. Les thèmes principaux qui sont traités dedans seront l'exclusion, le racisme, également la différence ou l'indifférence, le handicap. Enfin, tout ça sont des thèmes qui me sont chers et qui sont finalement incorporés dans à peu près toutes mes séries, mais vraiment bien, bien mis en avant et en premier plan dans la série Stray Dog. Ensuite, je vais parler de Mortician, puisque Mortician, finalement, elle est directement liée à la série Stray Dog. C'est à la fois le préquel et le spin-off, puisque c'est une série qui se passe au niveau timeline 10 ans avant les événements de Stray Dog.
Et là, on suit le parcours donc de Senri, donc qui est le père de Aki, qui est le personnage principal, second personnage principal de Stray Dog. Et on voit comment ce dernier, finalement, s'est battu pour l'égalité entre la race des Karats et la race des humains pour qu'ils puissent vivre en harmonie et non pas en confrontation. Et puis on suit la formation donc de la société qu'il a mis en place, à savoir le Bird, société que intègrent finalement Toru et Aki au fur et à mesure de l'histoire dans Stray Dog. Donc, ce sont deux histoires qui sont intimement liées, puisque les événements qui se passent 10 ans auparavant, on a les conséquences directes dans Stray Dog. Et dans Stray Dog, ce qu'on a en flashback au niveau des événements qui sont passés avant et qui ont amené finalement l'histoire à ce stade-là, on le voit de visu et en temps réel dans Mortician, en sachant que les deux séries peuvent être lues indépendamment l'une de l'autre. Ça, c'est un point vraiment important que je précise, parce que il y a nul besoin de commencer soit par l'une, soit par l'autre, ou tout du moins même d'avoir l'obligation de lire une et l'autre pour comprendre l'une ou l'autre. Voilà. C'est un point d'honneur que je mets là-dedans parce que moi, à la base, alors si on repart au niveau formation, au niveau côté plus dessinateur que professionnel médical, moi, j'ai commencé dans le comics américain en tant qu'encreuse. Et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un inconvénient qu'on retrouve beaucoup dans le comics américain, à savoir qu'on peut commencer une histoire au niveau d'un personnage, au niveau d'une série incluant un personnage, et puis à un moment donné, l'histoire se coupe, et puis il va falloir aller chercher la suite de l'histoire dans une autre série avec un autre personnage parce que les deux personnages vont faire une mission ensemble. Donc au final, ça oblige le lecteur à acheter plusieurs titres, plusieurs séries en même temps pour avoir le fin mot de l'histoire, sans les jeux de mots. Et déjà, c'est un coût financier. Puis en plus, c'est difficile à se retrouver finalement pour les gens parce que pour ceux qui, par exemple, suivent les Batman, ils sont au courant de tout ce qui s'est passé, mais ils sont pas forcément au courant, ou tout du moins, ils s'intéressent pas forcément à un autre super-héros. Par contre, ils vont devoir aller se renseigner pour ce qui s'est passé avant, etc., dans la série super-héros en question, qui a à faire un partenariat avec Batman pour comprendre ce qui s'est passé au T. Parce qu'après, si on suit que la série des Batman, finalement, on a un gros trou. Et après, on dit, ah oui, il est revenu de mission lorsqu'il a fait la mission en commun avec tel super-héros. Et au final, on manque tout un pan de l'histoire. C'est comme si on vous avait squeezé plusieurs épisodes d'une même série en disant, pour avoir ce parti de l'histoire, il faut aller chercher dans l'autre série que vous connaissez peut-être pas, mais qui inclut des personnages qui, eux, vous comprenez pas forcément d'où ils viennent, pas forcément ce qu'ils ont fait avant, pas forcément pourquoi ils font référence à tel ou tel élément. Et du coup, c'est vraiment casse-pied parce que au niveau du lecteur, on s'y perd très vite. Et puis après, sans parler du fait qu'au niveau financier, encore une fois, ça oblige les gens à acheter plusieurs titres à la fois, des titres qu'ils n'ont pas forcément envie de lire de prime abord. Et je trouve que certes, ça relance certaines séries, mais d'un autre côté, c'est vraiment c'est une obligation au lecteur que je ne voulais pas finalement imposer à mon lectorat au niveau de mes séries. Donc encore une fois, Mortician et Stray Dog marchent ensemble. Pour les personnes qui aiment Mortician, si elles ont envie d'en savoir plus et savoir que par exemple tel personnage 10 ans plus tard il est devenu ça, je pense vraiment par exemple au personnage de Hiro qui est un Karat qui est vraiment un de mes personnages préférés et qui dans Mortician il a une dizaine d'années et puis lui son rêve finalement c'est d'incorporer finalement la société fondée par Senri pour justement se battre à ses côtés mais également œuvrer pour que l'égalité entre les deux races puisse être mise en place et on voit tout le long de Mortician qu'il a du mal à arriver parce qu'il est pas très fort, parce que c'est qu'un gamin, etc. Et dans Stray Dog, on le retrouve 10 ans plus tard. Il a effectivement incorporé les unités anti-démons du Bird et il œuvre effectivement pour neutraliser les Karats qui ont perdu pied et qui deviennent une menace pour la société, que ce soit côté humain ou côté Karats. Donc on voit que finalement, il a obtenu ce qu'il voulait, il a réussi par son courage à se faire une place, la place qu'il souhaitait avoir depuis le départ. Donc tout ça, ça permet d'avoir quand même un lien, une continuité. Après, encore une fois, quand on ne lit que Stray Dog, on a le personnage de Hiro qui arrive à un moment donné et c'est un personnage auquel on s'y attache, mais il va expliquer son parcours brièvement. Mais encore une fois, il va l'expliquer, c'est bon, on n'est pas forcément obligé de se dire, ah oui, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? J'ai loupé tout un truc, parce que finalement, il explique en 2 mots, oui, moi, j'étais pas très, très fort au départ. À force d'efforts,
je suis arrivée à la place où je suis maintenant et l'histoire se passe à l'instant T où il a déjà incorporé les unités anti-démons et au niveau duquel il a un rôle à part entière à l'intérieur. Voilà. Les thèmes traités dans Morticium sont les mêmes finalement que ceux de Stray Dog, puisque on se passe dans le même monde, avec la même parité et duplicité entre la race humaine et la race des démons, avec là cette fois-ci une ségrégation qui au départ est vraiment plus prononcée, plus violente, puisque dans Stray Dog ça se passe 10 ans plus tard. Et grâce à l'intervention de Senri et du Bird, on a pu avoir quand même une amélioration des relations entre les deux races. Euh, voilà, donc après, encore une fois, thèmes mis en avant seront l'exclusion, la ségrégation, le racisme, l'acceptation de soi et également l'humanité d'une personne. Qu'est-ce qui définit l'humanité d'un être? Est-ce que c'est le fait d'être né humain ou est-ce que ce sont les actes et la manière de penser qui vont faire en sorte que l'humanité en la gagne, puisque finalement, on se rend compte que beaucoup de karates qui sont estampillés comme étant démons ou voire monstres sont finalement bien souvent beaucoup plus humains que les personnages qui sont les humains de base. Ça, c'est vraiment quelque chose que je mets beaucoup en avant aussi, dans le sens où très souvent, les personnages principaux sont pas forcément des personnages, entre guillemets, comme il faut. C'est-à-dire des personnages, par exemple, des humains, par exemple, des personnages auxquels qu'on pourrait croiser forcément dans la rue. Souvent, c'est des personnages qui ont un aspect très particulier, qui ont un handicap, qui ont une culture qui est très différente. En fait, tout ça, c'est pour obliger le lecteur à faire la part des choses, finalement, et à vraiment passer outre, comment ça s'appelle, les premières impressions et les préjugés, pour justement se faire vraiment une idée des personnages qu'ils ont finalement en premier plan et faut pouvoir finalement réfléchir là-dessus et se dire oui, si moi par exemple je croisais une personne qui dans la rue n'a pas forcément un aspect comme j'aimerais regarder ou un aspect entre guillemets ce que je pourrais juger comme étant normal, est-ce que je la bannirais d'office ou est-ce que voilà, je m'arrêterai quand même et j'y prendrai attention parce que elle a elle aussi peut-être des choses à apporter, peut-être elle aussi qu'elle tout simplement elle en vaut la peine. Voilà. Donc ensuite, au niveau série, il y a la série Ayakashi que je fais donc en partenariat avec Izu en tant que co-scénariste. Donc Ayakashi, c'est vraiment à la base le bébé d'Izu puisque au départ, il voulait vraiment faire quelque chose sur les mythes et légendes japonaises et une histoire se basant effectivement sur comment ça s'appelle la culture japonaise à 100%. Donc, c'est une série qu'on a co-signée tous les deux et qui se passe au Japon médiéval, au XVIIe siècle. Et on suit les aventures de Hiro, qui est donc le prince héritier du royaume de Kyushu. Donc, à savoir qu'à cette époque-là, on a le Japon donc, qui est envahi par des Ayakashi, donc qui sont des démons qui peuvent donc tout ravager, en sachant que les Ayakashi, dans le folklore japonais, c'est vraiment effectivement donc des démons et des créatures mythologiques qui sont plutôt estampillées comme étant néfastes par rapport aux humains. Ce sont des esprits de la nature qui se matérialisent, mais plutôt de manière agressive, contrairement à ce qu'on appelle les yokai, qui peuvent être à la fois agressifs et bénéfiques, et ou bénéfiques en fonction de leur humeur ou de la situation. Et Hiro, donc ce prince héritier, lui fait partie des unités donc anti-Ayakashi, et son rôle étant de parcourir son royaume pour justement protéger la population des attaques de ces démons. Le souci étant, puisque ça aurait été trop simple, c'est un prince héritier qui a été renié par son père parce que euh, il a causé lui-même l'apparition des toutes premières comment ça s'appelle, créatures sur le sol de son royaume. Donc, et de plus, il est handicapé dans le sens où il a perdu une moitié de son corps et notamment son bras gauche. Donc, par rapport à tout ça, son père le déteste. Donc, il l'a complètement banni et renié. Donc, il l'a déshonoré, il a retiré tous ses titres. Et du coup, Hiro se bat effectivement pour sauver son royaume, mais aussi et en un sens surtout pour regagner finalement l'estime de son père et regagner sa place au sein d'un royaume qu'il a finalement au départ banni.
Et au final, on a un personnage qui est donc assez dur parce qu'il a vécu beaucoup de choses qui ont été, que ce soit physiques ou que ce soit morales, qui ont été très dures pour lui à encaisser et à gérer. D'autre part, encore une fois, c'est un personnage qui est très courageux puisque à force donc d'exploits pour justement regagner l'estime de son peuple et de son père, il finit comme étant le héros de toute sa nation. Donc, encore une fois, là, c'est un titre pour lequel on voulait, avec Izu, à la fois mettre en avant la culture japonaise, puisque que ce soit par les costumes, que ce soit par le détail des décors, que ce soit par les personnages qui véhiculent effectivement donc les os et coutumes du Japon à cette période-là, et puis que ce soit par le folklore mis en avant, on voulait vraiment faire un hommage donc finalement au Japon par rapport à ce titre-là, mais aussi et encore une fois mettre en avant les thèmes qui me sont chers à moi et me sont chers finalement aussi à lui. Et il a été adopté et mis dans la partie, à savoir toujours pareil, la lutte contre l'exclusion, la mise en avant, encore une fois, du courage des personnages face à l'handicap. Et puis encore une fois, on a ici un personnage qui n'est pas, comment dire, très souvent, pour que les gens, enfin moi j'ai remarqué, pour que les gens s'attachent à un personnage, les auteurs font des personnages qui sont beaux, qui sont ils sont courageux de base, ils n'ont pas forcément de faille quand on regarde les héros de shonen, puisque contrairement à Stray Dog et à Morticienne, Ayakashi est un titre qui est non pas seinen mais shonen, donc s'adressant à un public au départ un petit peu plus jeune. Alors quand je dis au départ, c'est-à-dire que ça part d'un public un peu plus jeune, ça peut monter après, comment ça s'appelle, à plus âgé en fait. Voilà. Du coup, on voulait vraiment mettre en avant donc ces thèmes-là et encore une fois, on n'a pas choisi forcément des personnages qui sont courageux de base, qui sont infaillibles, qui sont sûrs d'eux à 100% et qui vont jamais dévier de leur route, comme on peut voir par exemple dans les shonen typiques, quoi, Naruto, d'autres titres. Je pense aussi à par exemple Bleach, qui était un manga que j'adore, où on a un personnage qui, bon, certes, il va devoir s'améliorer pour pouvoir progresser, mais le personnage est quand même droit dans ses bottes, il ne varie jamais, quoi. Il est persuadé de sa ligne de conduite et du fait qu'il est dans le droit chemin, qui représente quelque chose de juste et voilà. Alors que là, on a vraiment un personnage qui va douter, qui va avoir ses propres failles, contre lesquelles il va devoir également lutter pour justement pouvoir, là, pour le coup, progresser et vaincre finalement, sans jeu de mots, ses propres démons pour pouvoir surmonter tout ça et finalement apporter la délivrance de son royaume et également pouvoir sauver les gens qui comptent pour lui. Voilà. Voilà. Ça, c'est pour les titres qui sont édités actuellement en France. Et instant pub, promotion et édité chez Glénat Manga, si jamais ça intéresse quelqu'un d'aller jeter un coup d'œil. Ce sont des séries qui sont en cours, je précise, puisque c'est vrai que c'est quelque chose qui revient pas mal parce que, alors moi, je travaille toute seule sur toutes ces séries. Et quand je dis toute seule, c'est-à-dire que je fais, donc à part pour Ayakashi, où je travaille avec Izu au scénario. Pour toutes les autres, je fais intégralement les scénarios, les dessins, l'ancrage, la colo, le texte. Donc tout ça, je n'ai pas d'aide de camp là-dessus, donc je fais intégralement tout et je bosse intégralement sur des séries qui sont en cours l'une et l'autre et je passe de l'une à l'autre. Quand j'ai fini un tome, par exemple de Stray Dog, je passe sur un tome d'Ayakashi. Quand j'ai fini un tome d'Ayakashi, je pars sur un tome de Morticienne. Et c'est vrai que on est sur du manga de création, c'est-à-dire que c'est pas une licence qui a été achetée avec plein de tomes d'avant. Je les fais au fur et à mesure et ce sont des tomes qui sont assez gros puisque un manga classique, c'est 140 pages minimum. En général, on tourne entre 160, 178, 180 pages. Moi, mes tomes de base font du 200 pages pour l'Ayakashi, où ça, ce sont les plus petits. Et ça, en général, en moyenne, c'est plus du 270, 300 pages par tome, qui correspond à 2 mangas dans un seul. Voire pour les Stray Dogs qui sont les plus gros, où ça peut aller jusqu'à 450 pages, voire plus. Voilà. Et c'est vrai que très souvent, on revient de la part des lecteurs, mais du coup, vous avez arrêté vos séries puisque ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas de tomes qui sont sortis. Non, elles sont pas, à partir du moment où il y a marqué à suivre à la fin du tome, normalement il y a la suite.
Et c'est vrai que comparé à des séries qui sont achetées avec des auteurs, donc des mangaka qui travaillent en studio, avec plusieurs personnes qui vont aider à la conception d'un titre, c'est vrai que travailler tout seul, bah, ça fait que ça prend beaucoup plus de temps au niveau de la réalisation. Et là, on a les titres qui sont faits au fur et à mesure. Et c'est vrai que quand on achète une licence, par exemple, d'un manga japonais où il y a 7-8 tomes d'avance, c'est sûr qu'on peut se permettre de sortir un tome tous les 3 mois. Et même, vu que mes tomes sont assez gros comparé à d'autres auteurs qui peuvent en sortir un tous les 4 mois, c'est sûr que c'est un peu plus long. D'autre part, je réalise intégralement aussi tous mes décors. Je me sers pas de photos que j'inclus par Photoshop. Je crée intégralement tous mes décors, donc ça prend également beaucoup de temps. Il y a des titres qui sont un peu plus simples à réaliser, style par exemple Ayakashi, où encore une fois, c'est moins compliqué pour moi parce que certes, il y a beaucoup de travail de recherche en amont pour justement les décors, encore une fois, les costumes, puisque Hiro, par exemple, est un personnage qui, dû à égard à son rang, est un personnage qui change énormément de costumes, de coiffures, d'apparat. On a les décors en eux-mêmes qui sont assez simples à réaliser puisque ça se passe relativement dans des parties boisées. Donc, quand on a des scènes de bataille, qu'est-ce qui ressemble plus qu'à un arbre qui s'est couché par terre qu'un autre arbre? Donc, j'ai moins de questions à me poser par rapport à ça. Les titres qui, pour moi, sont les plus durs graphiquement parlant restent Stray Dog et Mortician, où ça se passe intégralement dans de la ville. J'ai eu la bonne idée de faire des grosses scènes de combat en plein milieu de la ville. Donc, j'ai compris rapidement pourquoi, en fait, beaucoup d'auteurs, par exemple Dragon Ball ou le Akira Toriyama pour Dragon Ball ou Tite Kubo pour Bleach, délocalisaient directement à chaque fois qu'il y avait un combat dans des parties désertiques. C'est parce que, du coup, au niveau raccord de décor, il y a beaucoup moins de prise de tête à se faire, alors que moi, quand j'ai un immeuble qui s'est écroulé et qu'il faut que je refasse la case d'après parce qu'il y a un autre plan de vue, il faut refaire l'intégralité de l'immeuble avec chaque fenêtre qui est cassée, chaque petit bris de verre, tout ça, tout ça, tout ça. Et ça me prend du temps incroyable à faire. Donc, voilà. Après, c'est comme ça. Je pourrais pas forcément aller plus vite, même si je voudrais. Donc, je compte sur, encore une fois, toujours sur la patience des lecteurs pour attendre la suite. Toutes les séries, au tout début, je les avais mises en ligne. Alors au départ, c'était pas sur Patreon, c'était sur Inglazers, qui était mon premier éditeur, donc éditeur américain. Le truc étant, c'est que quand j'ai commencé dans la bande dessinée à vouloir faire mes propres titres, puisqu'au départ, je le rappelle, j'étais en cross de comics, donc je travaillais pour des grosses licences. Mais à un moment donné, c'est vrai que bon, travailler sur des personnages comment on s'appelle de ce gabarit-là, c'est très intéressant, mais très rapidement, on est assujetti finalement, si je peux dire ça comme ça, aux scénaristes et au scénario, puisque vraiment, dans le comics américain, on n'a pas d'auteurs qui font à la fois le dessin et le scénario. On a des scénarios qui sont validés par les maisons mères, soit Marvel, soit, comment ça s'appelle, DC Comics pour ce qui me concerne. Et ensuite, le scénario est confié à un panel de dessinateurs, dans lequel on comprend le dessinateur à proprement parler, donc celui qui va réaliser les lines et quand ça s'appelle la grosse partie du dessin à l'intérieur des cases. Ensuite, on a l'encreur qui prend la relève pour justement ancrer et rajouter au final le relief dans les planches. Après, on a le coloriste qui vient ajouter la couleur. Et ensuite, on a le lecteur qui vient rentrer les textes. Voilà. Qui, des fois, peut retravailler les textes du scénario et finalement les rentrer dans les bulles pour que ce qui est mis par écrit au niveau du scénario puisse correspondre à ce que le dessin a été réalisé en dessous. Voilà. Donc, au final, on n'a pas forcément le droit au chapitre. Voilà. C'est-à-dire qu'on nous propose une histoire et même, je peux me permettre de dire qu'on nous impose une histoire qu'on va devoir illustrer du mieux qu'on peut et surtout interpréter en espérant qu'on interprète de la même manière que le scénariste parce que si le scénariste n'est pas forcément satisfait de telle ou telle scène, du coup, va nous imposer le fait de dire, voilà, il va falloir faire comme ça, c'est comme ça que j'avais imaginé et c'est pas comme vous l'avez imaginé à partir de mon scénario. On n'a pas d'interprétation possible. On a la vision du scénariste, point barre. Alors après, il y a des scénaristes qui sont vraiment cool et qui nous permettent d'avoir une discussion avec eux et d'échanger les points de vue. Et puis, il y en a d'autres qui le sont bien moins et qui, finalement,
sont très attachés à leur scénario et ne vont jamais accepter un autre point de vue ou tout du moins une discussion possible par rapport ou une interprétation possible de ce dernier. Voilà. Donc, arrivé à un moment donné, c'est vrai que j'ai eu envie, moi, d'illustrer mes propres histoires et d'animer mes propres personnages comme je l'entendais. Voilà, mais c'est vrai que au départ, quand j'ai proposé mes premiers titres, je les ai proposés finalement en France, pas forcément sous le format manga, puisque je viens de comics, donc à la base, ce que je savais faire, c'était du style comics, à savoir avec des cases bien rectangulaires mises en page comics. Voilà. Le souci étant, c'est que moi, ce que je voulais réaliser, c'était des bandes dessinées qui pouvaient se lire de manière dynamique, à peu près comme si on regardait finalement les scènes d'un film, où il n'y ait pas de pause. Puisque ce qui m'a un peu embêté aussi dans le comics, c'est que on a souvent, ou même dans la BD franco-belge, hein, c'est pas une critique, mais c'est le style qui veut ça. Ce sont des BD que j'appellerais moi contemplatives et non pas immersive, c'est-à-dire qu'on regarde, on prend beaucoup de plaisir à lire donc ces styles de BD, mais c'est pour moi c'est des actions qui restent calmes. Par exemple, quand on a une scène de bataille, on se fait une double page et qui va résumer 10 minutes de bataille. Voilà. Et moi, c'était quelque chose qui m'intéressait pas forcément de faire, puisque moi, ce qui m'intéressait, c'était de suivre finalement, d'inclure le lecteur dans la bande dessinée et de lui montrer voilà ce qui se passe avec des close-up, avec comment ça s'appelle des gros plans, avec effectivement des choses beaucoup plus dynamiques et pouvoir finalement suivre pas à pas tout ce qui se passe comme si on regardait la bobine d'un film. Voilà. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a amené à finalement travailler sur du support manga, c'est un style de BD que je connaissais au départ pas, où là on a un style de bande dessinée qui est complètement différent, au niveau de laquelle on a une mise en page qui est non pas comment ça s'appelle statique, mais qui est au service finalement de l'histoire. Moi j'ai l'habitude de dire dans la BD franco-belge ou dans le manga, dans le comics, comment ça s'appelle, on insère l'histoire dans des cases. Dans le manga, on a une mise en page qui va se plier finalement à l'histoire et porter l'histoire. C'est quelque chose qui va être propre à chaque auteur. On a des auteurs qui vont faire des cases bien propres, bien rectangulaires, bien droites. D'autres auteurs qui vont faire des scènes beaucoup plus dynamiques, qui vont avoir des cases qui vont être avec des traits, comment ça s'appelle, obliques, avec des éclatés, des personnages qui vont sortir des cases pour être mis en avant, etc. Il y a des autres personnes qui vont faire des BD un petit peu plus dans l'émotionnel, où on a quasiment des cases qui s'effacent pour justement laisser la place aux émotions et aux gros plans par rapport aux des personnages. Donc, encore une fois, on a autant de mise en page possible que de style d'histoire et que de style de dessin ou d'expression des auteurs. Et ça, cette liberté, ça m'a vraiment tout de suite plu. Et c'est pour ça que ça m'a amené à travailler sur ce support. Bon, ça, c'était pour l'aparté, mais c'est vrai qu'au départ, quand j'ai proposé donc mes titres, je les ai proposés à la fois finalement sur un registre comics et à la fois sur un registre manga aux éditeurs qui éditaient à la fois finalement de la franco-belge et du comics et du manga. Et j'ai eu des refus de partout. Ça a été non, absolument non catégorique de partout, voire aucune réponse aussi, puisque ça c'est génial, on envoie un projet, on n'a même pas une réponse. J'ai le souvenir aussi d'une réponse, c'était juste non. On m'a envoyé une lettre où c'était avec l'entête de l'éditeur et en fait c'était un gros non en caractère 70 quoi. Au milieu de la page, non point quoi. Donc bon voilà. Et du coup c'est vrai que c'était assez décourageant. Le truc étant c'est que moi je marche beaucoup au défi et quand on me dit non 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 c'est non, et ben je vais tenter de dire ok mais pourquoi? Dites-moi pourquoi. Et c'est vrai qu'aucun ne me donnait une réponse qui me satisfaisait, puisque ceux qui ont pris la peine de me renvoyer pour me dire que c'était pas pris, ou que ça les intéressait pas, me disaient pas ce qui n'allait pas finalement. Est-ce que c'était l'histoire qui était pas bonne? Est-ce que c'était mon style de dessin qui était pas bon? Ce que j'aurais pu comprendre, puisque bon, encore une fois, il y a plusieurs années, j'avais pas le niveau que j'ai maintenant. Et effectivement, c'était très moche. Donc voilà, est-ce que c'était la mise en page qui était pas bonne? Parce qu'encore une fois, moi, je me suis formée sur le tas. J'ai jamais eu la chance d'aller dans une école ou quoi que ce soit. Donc, je me suis formée en autodidacte. Est-ce que c'était effectivement le fait que je ne sors pas d'une école qui faisait que, comme j'avais pas de référence, ils me prenaient pas au sérieux? Je savais pas. Donc au final, comme aucun m'apportait de réponse satisfaisante, ne serait-ce que pour m'améliorer, parce qu'encore une fois, si un projet n'est pas pris, encore une fois, c'est pas que l'éditeur s'est trompé, c'est peut-être effectivement que le projet n'est pas bon,
Mais à ce moment-là, est-ce que je peux améliorer? Est-ce que pour le prochain projet, est-ce que je peux justement retravailler les points faibles, etc. Donc tout ça faisait que, n'ayant pas de réponse, je me suis tournée donc vers la partie américaine au niveau publication. Et là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai soumis mes projets à plusieurs éditeurs, dont Inglesors, qui avait une partie éditoriale en webcomics. Donc maintenant, ça se fait beaucoup, mais à l'époque, c'est vrai que c'était vraiment des pionniers. C'était le plus grand éditeur de webcomics américain de base. Et c'est vrai que vu que j'avais eu des refus de partout en France, j'ai pas proposé tout de suite à l'éditeur de lire mon projet. Ce que je voulais, c'était bétonner mon truc, mais déjà avoir des retours. Donc, l'éditeur proposait à la base aux auteurs indés de poster en ligne leur chapitre et de le soumettre finalement à l'avis du public. Donc, c'est vrai que maintenant, ça se fait beaucoup via YouTube, via les tout premiers sur le sol européen, c'est My Major Company, par exemple, avec les financements participatifs. Donc, c'est vrai que maintenant, ça paraît couler de source, mais à l'époque, c'était vraiment, encore une fois, une démarche qui se faisait très rarement. Et c'est vrai que moi, j'ai proposé en ligne les chapitres à la fois de Neverend et de Stray Dog en me disant, de toute façon, les gens en ligne, en général, ils sont beaucoup plus cash que quand ils sont en réel. Et du coup, c'est vrai que par rapport à ça, ça va me permettre d'avoir un retour. Ils vont certainement me dire, oui, c'est moche, oui, il faut améliorer ça, oui, il faut faire ci, il faut faire ça, quoi. Et du coup, j'ai posté donc ces premiers chapitres et en fait, au final, j'ai pas eu les réactions que je voulais dans le sens où, au bout d'un mois, j'avais 1 million de lectures par jour. Voilà. Donc certes, les gens m'indiquaient, hein, par exemple là, est-ce que c'est bien ça que vous avez voulu dire? Est-ce que le personnage, est-ce que c'est bien ça qu'il a voulu faire? Donc tout ça, ces retours des lecteurs m'ont permis après, lorsque j'ai présenté la version papier en édition pure et dure, de retravailler ce genre d'éléments. Quand on a plusieurs lecteurs qui m'indiquent ou qui me posent la question, oui, est-ce que c'est bien ça que le personnage a voulu faire? Je me dis, ok, ça, par exemple, à tel passage, finalement, je pensais l'avoir bien expliqué, mais au final, c'est pas si bien expliqué que ça, par que je revienne dessus. Par exemple, au tout départ, dans la version toute première de Stray Dog, j'avais proposé sur un comics sur une Blazers, le personnage de Taro arrivait directement dans l'histoire et il attaquait directement le personnage principal, à savoir Toru, mais sans donner d'explication. Et du coup, c'est un personnage qui a été très longtemps par le lectorat, parce que c'est international, par lectorat international, il a longtemps été un personnage très détesté parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi il s'était trompé de cible et pourquoi il attaquait le héros au lieu de s'attaquer à l'autre cible qui lui a été désignée. Et c'est vrai que ça arrivait, moi, dans l'histoire dans laquelle j'avais imaginé, quelques chapitres plus tard où il expliquait pourquoi il s'était trompé, c'est parce que il ne distingue pas les couleurs et également il n'a pas l'odorat, il n'a pas le goût, etc. Donc tout ça fait que même si c'est un icône lui-même, il s'est trompé de cible. Pour lui, il cherchait un gars fort appartenant à tel caste, il en a trouvé un. Le premier qui lui tombait sous la main, c'était le bon, puisqu'ils sont tellement rares dans cette caste-là que forcément pour lui, c'était le bon. Voilà. Et c'est vrai que dans la version ensuite papier, j'ai retravaillé cette partie-là en expliquant d'office par un chapitre additionnel et supplémentaire qui n'était pas présent dans la version en ligne, le fait que Taro ne distingue pas les couleurs, qu'il n'a pas l'odorat, il n'a pas le goût, et du coup, quand il est arrivé ensuite dans les chapitres en se confrontant à Toru, c'est un personnage qui n'a jamais été détesté en fait. C'est un personnage qui a toujours été très très apprécié, combien même il est mis une raclée au personnage principal en se trompant carrément de cible. Donc voilà, donc faut pas un rond. Donc voilà. Et du coup, c'est vrai que comparé aux premières ébauches du scénario, ça m'a permis de retravailler ça, de proposer quelque chose de plus compréhensible. Donc j'en viens à la partie Patreon. C'est vrai que encore une fois, en étant autodidacte, j'ai toujours privilégié le fait de travailler avec le lectorat pour améliorer du coup ce qu'il fallait être amélioré, retravailler mes histoires et puis encore une fois améliorer mes points faibles puisque j'en ai, je continue à progresser et grâce au retour du lectorat, ça me permet de corriger les erreurs qu'il y a et de toujours proposer quelque chose de ce que j'espère de mieux, d'améliorer et de plus abouti. Et c'est vrai que
voilà, je me sens pas de proposer d'office quelque chose. Même si ça fait des années maintenant que je bosse dans le milieu, j'en suis toujours pas arrivée à finalement, comment ça s'appelle, la sérénité de certains auteurs qui se disent oui, moi de toute façon je suis professionnelle, donc automatiquement je peux me permettre de proposer directement ma version à l'éditeur, ça passe ou ça casse. J'ai pas cette, encore une fois, cette sérénité d'esprit et cette confiance en moi pour me dire OK, ce que je vais proposer sera directement la version finale, version papier. Ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, c'est pas grave. Voilà. Donc c'est pour ça que je continue à poster en ligne mes chapitres avec donc un groupe de bêta lecteurs qui bosse dessus, puisque bah, depuis Inglazers a fusionné avec d'autres maisons d'édition, donc je ne propose plus Stray Dog dessus. Puis parce qu'entre-temps, Stray Dog a été pris sous licence par Glénat. Donc du coup, j'ai reporté mes travaux sur la plateforme Patreon, où là, bon, bah, il y a un accès qui est quand même beaucoup plus restreint. Et je travaille avec un groupe de bêta lecteurs comment ça s'appelle, qui me review les chapitres, qui me font des commentaires, on va dire, sur les pages mises en ligne. Et sur ces plateformes-là, je propose encore une fois que la version brouillon. Donc, on va dire, c'est une version, on appelle ça bêta lecteur, mais une version bêta, qui sera donc différente de la version proposée dans les livres, mais l'histoire ne changera pas. L'histoire que je propose dans la version brouillon, bah, ça sera la même que dans la version livre, mais il se pourra qu'il y ait des scènes bah, qui seront rajoutées, des scènes qui seront modifiées. Également dans la version aboutie papier, bah, les dessins sont tout retravaillés, puisqu'encore une fois, bah, l'intérêt de proposer une version brouillon, comme je le dis, bah, c'est que c'est des dessins brouillons, c'est le premier jet. Donc, encore une fois, c'est pas comme on pourrait s'imaginer. J'ai déjà entendu, oui, la série est proposée en scantrad, machin. Alors déjà, scantrad, ça veut dire que c'est traduit, alors que c'est moi-même qui le propose, alors que c'est l'auteur qui le propose. Donc, il n'y a pas de scantrad, en fait. Il n'y a pas de prise en charge de chapitre par des petits malins qui vont le reproposer à leur propre sauce. Donc, c'est moi qui propose, effectivement, à mon groupe de bêta lecteurs, les chapitres en ligne pour justement avoir bah, finalement des aides de camp pour améliorer tout ça, retravailler tout ça si nécessaire. Et puis, ne serait-ce que par l'intermédiaire des commentaires, des fois, ça m'influence aussi sur, par exemple, quelle tournure je vais faire prendre à tel personnage ou s'il faut que je retravaille le caractère de tel personnage, et ainsi de suite. Encore une fois, j'ai mes personnages, j'ai mon scénario et je n'en bougerai pas. Mais comme je reprends l'exemple tout à l'heure, le personnage de tarot, ça me permet de retravailler pour que le personnage et soit plus accessible, soit bah, des fois plus extrême dans ses réactions, etc. Ça me permet finalement de jauger, de doser et de voir jusqu'où je peux aller en fait. Également dans certains faits, dans certaines choses. Euh, voilà, donc encore une fois, ça me permet de travailler bah, en groupe au lieu de travailler toute seule sur mes propres travaux et de me dire bah forcément, vu que je suis éditée et que je suis pro, forcément c'est bon. Ça, c'est pas trop mon truc. Alors après, avec Léna, c'était quelque chose, c'était un point que j'avais abordé dès le départ, puisque bah, les séries comme Stray Dog et Neverend ont été prises sous licence chez Glénat, elles étaient déjà proposées en ligne. Donc c'est quelque chose qu'on a discuté dès le départ, parce que moi, c'est quelque chose qui m'aide, le fait, encore une fois, d'avoir le retour des lecteurs. Donc, euh, donc voilà, du coup, c'est un accord qu'on a avec Glénat. Euh, alors l'accord stipule que effectivement je ne propose pas en ligne la version aboutie, ce qui est totalement normal, donc la version papier qui ensuite sera vendue en livre. Il y a des morceaux effectivement qui sont présents dans les livres qui ne sont pas présents dans la version brouillon, notamment bah, les bonus de fin, les scènes additionnelles, enfin tout ça c'est des choses qui sont propres à l'édition papier. Mais encore une fois, le fait de pouvoir bénéficier du concours d'un panel de lecteurs pour justement avoir la version la plus aboutie et la plus finie possible des séries que je propose, c'est quelque chose sur lequel ils étaient d'accord dès le départ et c'est quelque chose que je renouvelle sur les différents titres que je présente aussi, que ce soit Mortician. Le seul que je propose pas sur Patreon, c'est Ayakashi, parce qu'Ayakashi étant une série qu'on a co-signée avec Kizu, c'est une série dont je ne suis pas propriétaire à 100%. Et je n'estime pas le droit de la proposer. Voilà, c'est pas l'intégralité de mon travail, c'est pas, je me sens pas le droit, on va dire, de parler au nom d'Izou et de dire, bah, ok, je vais proposer, etc. Je pense qu'il serait d'accord, mais c'est un point que je n'ai jamais abordé avec lui parce que je me sens pas légitime pour proposer quelque chose dont
je suis pas à 100% comment ça s'appelle la créatrice intégrale. Voilà. Ensuite, pour le processus créatif, alors là, c'est encore autre chose. Alors, moi, pour créer une série, en fait, je me dis pas, ah tiens, aujourd'hui, je vais créer une série sur les licans, par exemple. En fait, à chaque fois, je pars de thèmes que je veux mettre en avant dans une série. Grosso modo, l'idée étant de pouvoir débattre par l'intermédiaire du livre avec le lecteur sur des thèmes que je voudrais aborder ou sur lesquels je voudrais revenir ou sur lesquels je voudrais que l'on discute. C'est un débat, en fait, c'est une forme de débat. Euh, c'est comme ça que je le conçois. Donc, au départ, je fixe les thèmes sur lesquels je voudrais finalement qu'on revienne, les lecteurs et moi, dessus. Et puis après, par rapport à ces thèmes-là, je personnifie les thèmes avec la création de personnages qui visuellement vont porter par leur apparence, par leur comportement, leur trait de caractère, les thèmes en question. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est le personnage de Toru dans Stray Dog, où lui, il porte comme thèmes principaux la mort, le deuil et la rédemption. Et Toru est un personnage qui a une peau très blanche, des yeux rouges, des yeux noirs, comment ça s'appelle, des cheveux noirs, et c'est un personnage qui est assez maigre. Voilà. Si parallèle peut être fait avec l'image qu'on peut avoir de la mort en elle-même, qui est toujours représentée avec souvent, alors dans le style européen, avec la figure du squelette, très blanc, avec très souvent, comment ça s'appelle, l'habit noir par-dessus. Et vu que c'est une figure qui est pas forcément bienveillante, souvent des yeux rouges. Voilà. Donc pour moi, le personnage de Toru, c'est un personnage qui représente donc ce thème-là. Donc c'est un personnage qui pour moi a cette allure-là et que j'ai construit comme ça. Ensuite, le personnage de Aki, c'est plutôt le personnage de l'espoir. Donc c'est un personnage qui, au niveau visuel, va finalement le symboliser. Donc c'est un personnage qui est assez petit, puisque en général l'espoir est assez ténu, mais qui prend beaucoup de place, puisque sans jeu de mots, elle a assez grande gueule. Également, elle a un code couleur qui se dénote complètement de Toru, puisqu'elle a les cheveux roses. Alors ça, c'est parce qu'elle a un problème de teinture à un moment donné, mais ça reste un personnage qui se balade toujours avec des cheveux roses, elle est très vive, avec, comment ça s'appelle, des couleurs assez flashy dans ses vêtements. Donc, ça contraste énormément avec le côté finalement de Toru qui est assez effectivement noir et macabre. Voilà. Donc, je construis un personnage comme ça par rapport au thème que je voudrais qu'il porte. Le personnage de héros, c'est un personnage qui symbolise dans Ayakashi, c'est un personnage qui symbolise le courage. Donc, son code couleur, c'est le rouge. Le rouge, le doré, c'est des couleurs qui sont chaudes, qui sont réconfortantes, mais également qui sont vives pour justement, comment ça s'appelle, représenter ça. C'est un personnage aussi qui, comment ça s'appelle, euh, assez musculeux. C'est un personnage qui est assez vif parce que justement, je voulais coller à l'idée que j'en avais finalement de la bravoure, du courage. Voilà. Donc voilà. Après, une fois que j'ai construit l'image que je peux m'en faire des thèmes principaux, je crée les personnages donc secondaires. Ce sont les personnages qui vont soit s'opposer aux personnages principaux, soit par leurs idées, soit par leur histoire, ou les épauler également, qui vont être des aides de camp, qui vont mettre les personnages en avant, qui vont les aider ou qui vont les faire réfléchir aussi pour leur faire changer de point de vue, puisqu'encore une fois, comme dit l'adage, celui qui ne change pas d'avis est un imbécile. Donc très souvent, on a des personnages qui vont évoluer aussi. Ça, c'est le but du jeu. Une fois que j'ai créé donc les personnages principaux, les personnages secondaires, éventuellement les personnages tertiaires, je crée là-dessus le background de chaque personnage, où c'est qu'ils vont vivre, quels sont les traits de caractère pour peaufiner tout ça, leur histoire, leur métier, leur profession, enfin tout ça, quelle place ils pourraient avoir dans un monde imaginaire ou dans un monde actuel. Et puis, une fois que j'ai créé tout ça, euh, je crée l'histoire en elle-même. Voilà. Je fais l'inverse de ce qui est fait en général, d'ailleurs. C'est un peu beaucoup embêté du tout parce que je me dis, c'est pas comme ça qu'on fait. On crée déjà l'univers et l'histoire. Ensuite, on crée les personnages parce que les personnages sont au service de l'histoire. Ah, non, non, mais moi, je fais pas comme ça. Je crée déjà les personnages qui vont porter les thèmes qui me sont chers ou avec lesquels je voudrais qu'on réfléchisse avec le lectorat. Et ensuite, je crée une histoire sur mesure pour que même si le scénario doit être travaillé et vraiment beaucoup travaillé pour que ça reste intéressant, encore une fois, c'est pas le tout de mettre en place des personnages, il faut que ça soit cohérent, il faut que l'histoire aussi soit, comment ça s'appelle,
intrigantes et donnent envie au lecteur d'en savoir plus. Il faut que voilà, soit le coup de projecteur est à mettre sur les personnages. Voilà, parce que c'est par rapport à eux que vont s'identifier les lecteurs. C'est grâce à eux justement que les lecteurs vont pouvoir, je l'espère, se poser des questions sur certains thèmes, certaines notions. Et c'est peut-être, bah, comment ça s'appelle, à cause d'eux qui vont peut-être changer d'avis sur certains points aussi. Donc, encore une fois, le but du jeu étant d'avoir une immersion la plus poussée possible du lecteur dans l'histoire. Et ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment faire parce qu'encore une fois, venant d'un style comics où on a des personnages qui sont finalement très distants par rapport au lectorat, puisqu'on a une BD qui est contemplative. Certes, on a grand plaisir à suivre les aventures de Batman. Je suis ultra fan de Batman, donc c'est vrai que j'en reviens toujours à ce personnage-là parce que malgré tout, c'est un de mes préférés. Mais au final, Batman, enfin Bruce Wayne ne partage jamais quoi que ce soit avec son lectorat. On est très extérieur, on contemple quelque chose, mais on n'aura jamais, je sais pas, des choses bêtes comme par exemple, aujourd'hui il fait super froid à Gotham. Le gars, il se balade dans une tenue avec notamment les collants au niveau des jambes. Est-ce qu'il prend pas froid ou enfin comment ça marche quoi? Je sais pas, des trucs bêtes, basiques, mais on le sait pas. À un moment donné, quand il perd son fils, comment ça s'appelle, voilà, ben en fait, le deuil dure 2 pages. Bon, j'ai pas forcément envie qu'on passe 5 tomes sur un personnage qui se morfond, mais j'ai envie de dire, bon, bah voilà, en fait, ça s'est résumé en 2 pages. Il nous a rien partagé. Grosso modo, on repart après comme à l'an 6 avec le gars qui est un peu plus, comment ça s'appelle, morose dans sa Batmobile, mais au final, bah, on n'a rien vécu avec lui, quoi. Voilà, on a vu faire, ah mince. Et la page d'après, ah ouais, super, pas qu'une nouvelle aventure, quoi. Mais au final, on n'a pas forcément d'identification, on partage pas forcément quelque chose avec les personnages. On suit une aventure. À tout moment, on peut mettre un marque-page en disant bah, je continuerai dès que j'ai un peu plus de temps la fois prochaine. Mais on n'a jamais l'envie de savoir ah oui, qu'est-ce qui va se passer ensuite. C'est voilà, les chapitres. D'ailleurs, c'est fait pour les chapitres ont tous une conclusion et on peut s'arrêter là. Alors que effectivement, dans le manga, c'est quelque chose qui est beaucoup moins prononcé. Et c'est vrai que moi, c'est vraiment quelque chose que je voulais bah, du coup exploiter le fait d'avoir des personnages qui soient bah, le plus humains possible dans leur réaction, dans leur action, et avec lequel on a un lecteur qui pourra bah, vraiment bah, suivre les aventures et se dire oui, bah, moi peut-être que j'aurais réagi pareil ou au contraire, ah là, j'aurais absolument pas pensé comme ça, c'est mal ce qu'il a fait par exemple. Voilà, du moins je juge comme quoi c'est mal. Voilà, pour le processus créatif. Niveau source d'inspiration, qu'elle soit, comment ça s'appelle, graphique et, je veux pas dire historique, mais je sais pas comment dire autrement. Enfin, au niveau de la conception des histoires, je citerai, bah, de base, j'aurais en comics Jim Lee, donc celui qui a fait Batman, celui qui a fait également Batman et Robin, la Justice League aussi, notamment. Il y a également Ivan Reis qui a beaucoup bossé sur le renew d'Aquaman, qui est un style graphique quand même qui est assez dynamique, j'aime beaucoup. Il y a Marc Cousteau et Francis Manapoul qui ont fait bah, pas mal aussi sur les Teen Titans et également sur les séries Flash et sur les Green Lantern. Également, il y a Inkist, donc lui, c'est mention spéciale. C'est pas un dessinateur, c'est un encreur. C'est l'encreur attitré, si je puis dire, de Jim Lee et de Tony Daniels, que j'apprécie beaucoup aussi. Et c'est lui qui m'a, entre guillemets, formé au niveau ancrage. Voilà. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que dans mes mangas, finalement, on a un ancrage qui est si prononcé et si particulier comparé à d'autres mangas qu'on puisse ouvrir, quoi. Parce qu'on a encore un ancrage de comics à l'intérieur. Donc ça, c'est pour la partie comics. Après, pour la partie manga, je citerai bah, Tite Kubo pour les titres de Bleach. Parce que j'ai toujours apprécié la manière qu'il avait, bah, déjà le style graphique était quand même assez travaillé, et puis aussi le fait que moi c'est ça que j'ai adoré dans ces chapitres, c'est la manière qu'il a d'un seul coup de couper l'action en mettant bah, des scènes drôles qui permettent de détendre, on va dire la tension et qui permet également de rendre les personnages sympathiques, qu'ils soient ennemis, qu'ils soient enfin dans le camp des alliés, qu'ils soient dans le camp des ennemis d'ailleurs, puisque le gros point fort
de cet auteur, c'est de rendre sympathique finalement comment ça s'appelle, identifiable. Enfin, on peut s'identifier les personnages adverses. Il met beaucoup de soins dans la construction de ces personnages, qu'ils soient méchants ou pas. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce que justement, c'est pas genre le méchant pour d'être méchant, quoi. Je veux dire, le gars, il fait pas des exactions juste parce qu'il est senti méchant. C'est encore autre, ça va encore au-delà. Donc, du coup, même s'il met vraiment l'accent sur les personnages principaux, donc le côté héros de ces ligues, c'est vrai que c'est toujours c'est intéressant. C'est des personnages qui sont recherchés, c'est des personnages qui sont innovants, puisqu'il a quand même un panel qui est énorme de personnages. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Il y a Masashi Kishimoto aussi, donc pour notamment ni plus ni moins que Naruto, pour à peu près les mêmes raisons. Et puis, parce que c'est un auteur qui a quand même eu le tour de force de se créer carrément un univers qui a fait jurisprudence. Tout de même, qui ne connaît pas l'univers de Naruto et l'univers des Shinobi? Les Shinobi étaient déjà traités auparavant. On avait dans Kenshin, qui est également un manga que j'ai apprécié, mais pas au point de Naruto. C'est un des premiers romans et mangas de samouraï d'ailleurs, hein, paru en France. On avait la figure du Shinobi à l'intérieur, etc. Le samouraï est vraiment mis en avant puisque Kenshin en est un. Mais c'est vrai que ça se base dans un univers qui est potentiellement réel, alors que là, on a carrément un univers qui est totalement plausible, créé dans Naruto, mais à la fois complètement fictif. Et ça, ce tour de force, c'est quand même assez hallucinant. Et puis pour la petite histoire, moi, le tout premier manga que j'ai découvert et par lequel j'ai découvert du coup le style de BD manga, ça a été Naruto 15. Donc voilà, donc j'ai toujours cette sympathie pour ce titre-là, puisque c'est ce qui m'a fait découvrir le registre manga. Et du coup, Masashi Kishimoto reste pour moi quand même un auteur vraiment, comment ça s'appelle, vraiment unique en son genre. Certes, on pourra toujours citer Dragon Ball avec Akira Toriyama, mais Naruto, c'est quand même autre chose parce qu'il y a en plus cet univers intégral qui a été créé de A à Z on a, à part dans la tête des Titans, on n'a pas forcément réussi à recréer un univers aussi intégral et intégralement plausible en fait. Voilà. Donc après, dans mes influences, donc il y a Masashi Kishimoto, il y a Hiroyuki Asada, donc notamment pour le Letter B, parce qu'il a un style graphique qui est très onirique, qui est travaillé avec des personnages qui sont vraiment là pour le coup hyper travaillés et donc c'est vraiment un auteur dont j'apprécie beaucoup l'œuvre parce que là aussi, il a quand même réussi à créer des séries, que ce soit à Letterby, que ce soit maintenant il travaille quand même sur le remake comment ça s'appelle de Yakimaru, donc, dans je vais y arriver, dans Dororo. Il n'est donc pas une petite licence non plus, mais c'est vrai qu'il a un style graphique qui est vraiment unique. Il fait des illustrations de couleurs qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et il rend ses personnages attachants, mais à un point qui est quand même assez unique. Ensuite, je pourrais citer également, comment dire, il y a Yone Kazuki au niveau illustration, la pure et dure. Également le studio Clamp sur certains de ses titres, puisque je les apprécie pas tous, mais ceux qui m'ont vraiment, pour lesquels j'ai vraiment un coup de cœur, c'est les X et les Tsubasa Reservoir Chronicle. Voilà. Puis après, c'est vrai qu'il y en a plusieurs aussi. Il y a Kazuo Kato qui fait Blue Exorcist, où là aussi, alors ça reste, moi j'ai beaucoup de sympathie pour cet auteur parce que déjà, elle remet au goût du jour le folklore finalement japonais dans un sens, même si elle met en scène donc ce qu'elle est censée comme étant des exorcistes, mais elle remet en scène beaucoup de folklore japonais. Mais également, elle a réussi le tour de force quand même d'être à la fois une auteure féminine qui bosse dans du shonen et un shonen qui est quand même un gros morceau. Parce qu'en général, ce qui n'est pas forcément dit, pas forcément dit tout le temps, mais la réclacite, finalement, au niveau mangaka, contrairement aux autres de BD, c'est que vous êtes une fille, vous faites du manga plus romantique, plus émotionnel. Vous êtes un gars, vous bossez pas dans l'émotionnel, vous bossez dans le shonen, voire le seinen. C'est comme ça, c'est tacite. Donc c'est vrai que d'avoir des auteurs comme ça qui se démarquent et qui créent des séries qui vraiment
encore une fois, sont une fois lourds, et tirent leur épingle du jeu et qui au point que on n'arrive même plus à savoir si c'est enfin de la part de l'électorat quand on pose la question, c'est Kazuo Kato, vous croyez que c'est un gars ou c'est une fille? Ah, c'est un gars. Ah, d'office, c'est un gars. Eh ben non, 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 c'est une fille. Idem que pour l'auteur, quand il s'appelle Eddie Gleeman, idem que pour l'auteur des Samurai Deep Yorkio, c'est des filles. Adachi Toka, qui a fait également Noragami, c'est deux auteurs féminines. Donc, comme quoi, ça montre que, alors elles ont pris des pseudos par rapport à ça, mais c'est des auteurs que j'affectionne pas mal pour leur style et puis parce que elles ont réussi le tour de force de s'imposer dans un milieu qui ne les attendait pas et qui ne les attend toujours pas d'ailleurs. Donc voilà. Et en dernier lieu, je citerai ni moins que Miwashiro, qui lui est un auteur qui est vraiment pour moi une référence parce qu'il réussit à créer des séries qui, encore une fois, sont très, graphiquement parlant, c'est très particulier parce qu'il met que quelques traits dans des cases. Et malgré ces quelques traits, en fait, on arrive à imaginer totalement ce qui se passe. Et pour anecdote, c'est un auteur qui a bossé dans le comics américain aussi en tant qu'encreur. Donc, j'apprécie son travail avant d'apprendre ça, mais c'est ça que depuis que j'ai appris ça, c'est un auteur que j'apprécie encore plus. Voilà. Donc ça, c'est pour mes références majeures. Après, c'est vrai que c'est un peu pourri parce qu'encore une fois, moi, je suis à la confluence entre deux styles, que ce soit la BD américaine et puis la BD japonaise. Donc après, moi, pour le coup, mon style est donc la fusion des deux. Voilà. C'est pour ça que je fais des mangas qui se lisent de gauche à droite et des mangas qui se lisent de droite à gauche, indépendamment l'un de l'autre. Voilà. Encore une fois, le manga, c'est pas forcément obligatoirement qu'il se lit de droite à gauche. Hein. Ça, faut faire attention. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent ah ouais, mais du coup, c'est pas un manga, ça se lit de gauche à droite. Je fais, ah, mais grave erreur, en fait. Le manga, c'est un style de BD. Encore une fois, avec sur un support, avec un nombre de pages défini, avec un code, comment ça s'appelle, graphique qui est défini. Après, si vous respectez ces codes-là, vous faites du manga, point barre. Le manga se lit autant de gauche à droite que de droite à gauche, ça dépend du lectorat. Moi, quand j'ai publié au départ aux États-Unis, j'ai demandé si je devais faire droite à gauche. Mon éditeur a dit, mais quelle question stupide. Nous, on lit de gauche à droite, donc merci vu que vous allez créer votre série, merci de faire directement des planches qu'on n'aura pas besoin de redresser. Voilà. Nous, en France, on a pris l'habitude de ne plus redresser les planches de manga pour des licences venant de l'étranger, mais uniquement parce qu'au départ, le manga, quand il est arrivé sur le sol français, il n'a pas marché non plus, puisqu'on arrivait sur la Sainte Patrie, comment ça s'appelle, de la Sacro-Sainte BD franco-belge. Donc le manga, c'était vraiment estampillé comme étant quelque chose de la sous-culture de la BD, puisqu'il n'y avait pas de couleur à l'intérieur, parce que c'était du petit format, parce que c'était sur le papier non pas glacé, etc., parce que la couverture n'était pas rigide. Ce qui est totalement faux. Encore une fois, c'est pas parce que c'est du noir et blanc que c'est du travail bâclé, c'est du noir et blanc parce qu'il y a un énorme nombre de pages comparé à la BD franco-belge, donc ça coûterait beaucoup trop cher de sortir une bande dessinée de 160 pages, quand on s'appelle sur du papier couleur et glacé, d'autre part, parce que le papier est glacé pour supporter l'impression couleur, hein, je précise. D'autre part, c'est une BD qui est à vocation d'être transportée par un public jeune et non pas adulte, qui range bien ça proprement, soit dans son sac, soit dans sa bibliothèque. C'est des BD qui peuvent être transportées partout, donc avec des couvertures qui sont souples pour justement pas abîmer les doigts des enfants. Au départ, c'était ça. Et puis aussi pour que ça puisse être calé et que ça soit léger, le plus léger possible, pour que ça puisse être transportable partout. Donc encore une fois, tous les griefs qu'on portait au manga au départ sont infondés, mais c'est vrai que il y a eu un très mauvais accueil au départ et une stigmatation dès le départ comme étant de la BD pourrie quoi. On disait oui, le manga il y a que du sexe, de la violence, etc. dedans, alors que au contraire, comparé à d'autres types de BD, c'est un registre qui permet de mettre en scène des sujets qui sont à l'infini. Euh, Contrairement à d'autres styles de BD, le comics, on a soit le comics de super-héros, soit le comics indé, c'est-à-dire qu'il traite des autres thèmes. Voilà. Dans la BD franco-belge, soit vous avez l'heroic fantasy, soit vous avez le registre science-fiction, soit vous avez la BD humoristique, soit vous avez le roman graphique. Ce n'est plus de la franco-belge. D'un seul coup, ça peut rester des cases bien pareilles, mises en page pareilles, mais à partir du moment donné où vous faites plus, vous bossez plus dans les quatre registres que j'ai cités plus tôt, vous faites plus de la BD franco-belge, vous faites du roman graphique. Donc, encore une fois, c'est très sectaire, alors que dans le manga,
à partir du moment donné, vous bossez sur tel format, avec telle mise en page, comment ça s'appelle, les règles qui sont inhérentes à ce style de BD-là, vous faites du manga point de barre. Donc, voilà. Et c'est vrai que, parce que les éditeurs, au départ, quand ils ont importé le manga en France, du coup, ils ont vraiment cru à ces titres-là, parce que les premiers titres n'étaient ni plus ni moins que, Ranma Demi. On avait également, j'ai mon oreille qui a pas tombé, c'est pour ça. On avait beaucoup, comment ça s'appelle, Dragon Ball. Il y avait Evangelion également, Gun aussi, Akira. Enfin, c'est quand même des énormes poids lourds quand même. Et c'est vrai que les éditeurs, au départ, ils croyaient énormément, ils ne voulaient pas lâcher le morceau. Et c'est vrai que du coup, ils ont alors au départ, les premiers titres étaient redressés de gauche à droite. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont recréé quelque chose entre guillemets à l'original. Ils ont fait comme si c'était un style de BD qui était avec certains codes et au niveau desquels seule une certaine catégorie de personnes, donc le jeune public, pourrait avoir accès, ceux qui pouvaient lire de droite à gauche. Voilà. Et du coup, comme tout ce qui est quelque chose d'un peu caché, tout ce qui est quelque chose d'un peu où on a un droit d'entrée en mode petit club fermé, chez les ados, ça marche énormément. Hein, donc, du coup, c'est ça qui a permis l'entrée en France du manga. Mais c'est vrai qu'encore une fois, on est le seul pays au monde euh, à ne pas, comment ça s'appelle, à proposer des mangas dans le sens original de lecture et à ne pas redresser les planches dans le sens de lecture du lectorat cible. Moi, par exemple, à Yakashi, avec Izu, on voulait vraiment au départ faire un manga qui allait être vendu sur le sol japonais. Donc, du coup, on a fait directement les planches de droite à gauche. On a certains mangas, comme par exemple Arbos Anima ou Levius, qui est quand même un manga quand même assez connu, qui ont été donc dessinés par des auteurs japonais et qui ont été dessinés directement de gauche à droite parce que le cœur de cible au niveau vente et exportation du manga n'était pas au départ d'être publié au Japon, d'être publié en Europe. Voilà. Donc encore une fois, le centre de lecture n'a rien à voir avec le style de BD. Vous faites le style de BD quand on s'appelle dessiné dans le fond de votre lectorat. Et c'est vrai que, encore une fois, moi, je dessine autant de droite à gauche que de gauche à droite. Et là, par exemple, Freedom of Sen sont dessinés de gauche à droite. Neverend est dessiné de droite à gauche parce qu'au départ, c'était publié sur le sol japonais. Et puis, Yakashi est dessiné de droite à gauche. Donc, voilà. Gon, je sais pas. Je vais voir. Je vais voir. On verra bien. Tout ce qui est histoire des peuples, etc., c'est toujours quelque chose qui m'a vraiment beaucoup fascinée. Et le folklore va de pair, puisqu'encore une fois, les mythes et légendes, finalement, vont avec la construction d'une civilisation, quelle qu'elle soit, de quelque origine qu'elle soit. Donc, c'est vrai que tout ça est quelque chose que j'inclus en permanence dans mes histoires, euh, parce qu'il y a le côté, finalement, euh, une légende, un conte ou un mythe, euh, il y a toujours une part de vérité qui a formé la base de l'histoire. Et c'est ça aussi qui m'intéresse et c'est ça aussi que je mets en scène dans mes histoires. Je ne me contente pas de reprendre tel mythe ou telle figure mythologique ou telle partie du folklore. Non. Moi, ce que je mets en scène, c'est donc des personnages qui vont porter ces mythes-là, mais également, ça me permet aussi euh, d'expliquer d'où ça vient, par des petits indices, par des petites réflexions du personnage, voilà, par exemple, le personnage de Toru qui porte la malédiction de la bête du Gévaudan, dans Stray Dog sont inclus effectivement le nombre de victimes qu'il a faites en France à telle époque, ce qui en a découlé, donc l'ébranlement du pouvoir en place, ce que ça a provoqué également au niveau du paysage, ne serait-ce que pour ça, les théories qui ont été mises en place, tout ça c'est mis en scène dans l'histoire. Donc, ça peut être des informations que le lecteur va lire et va pas forcément intégrer. C'est bien. Et puis, pour ceux qui sont plus curieux de tout ça, vont pouvoir s'y référer, s'y reporter et chercher eux-mêmes de leur côté. Dans Neverland, où là, on a vraiment les figures des contes européens qui sont mis en scène. On a par exemple le personnage de Red, qui est le personnage du chaperon rouge, qui est, comment on s'appelle, un personnage masculin. Tout ça, c'est pour faire référence donc à une version de l'histoire du chaperon rouge, notamment celle de Perrault,
et qui se base sur une légende au départ. La légende du chaperon rouge, elle vient d'Allemagne et des pays germaniques. Donc lui, il a repris donc ce conte-là, donc en parallèle avec les frères Grimm. Mais lui, il en a fait une version qui est beaucoup plus, qui colle beaucoup plus au conte de base. Et dans la version allemande de base, l'enfant, c'était juste dénommé comme étant l'enfant. Ça n'a jamais été cité comme quoi c'était une fille ou un garçon. En allemand, l'enfant, c'est das Kind. Donc ça peut autant être un garçon qu'une fille. Donc moi, je dis, bah voilà, pourquoi ça serait obligatoirement une fille? Donc j'en ai fait un gars. Et à la base, le chaperon rouge, c'est lui qui sort lui-même en fait les victimes du loup. C'est lui qui lui ouvre lui-même le ventre. C'est pas forcément, il n'y a pas le concours du chasseur ou d'une tierce personne pour venir les aider. C'est lui, c'est le chaperon rouge qui lui-même est le propre héros de son histoire et qui va vaincre finalement la figure maléfique du loup. Donc du coup, moi j'en ai pris ce parti-là et j'en ai fait un personnage qui est un chasseur de loups. Voilà. Donc encore une fois, tout ça, c'est des choses où le lecteur va prendre connaissance de ces faits-là et va pouvoir soit passer outre, soit s'y intéresser un peu plus en amont. Il y a un personnage dans Neverend aussi qui s'appelle Charles Doxton. C'est un personnage qui fait des petits écrits, notamment, et qui est chapelier à ses heures perdues. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le personnage de Charles Dodson est un personnage qui a vraiment existé, puisqu'en fait, c'est le véritable nom, qu'on s'appelle, de Lewis Carroll. Voilà, pour anecdote, le nom de Lewis Carroll, c'est un nom qu'il a pris, c'est un nom de plume qu'il a pris, mais vraiment à la va-vite pour justement pouvoir proposer ses écrits sans se faire démasquer, puisque il voulait écrire des contes jeunesse alors que ça ne se faisait pas à l'époque. En fait, c'était jugé comme étant pas forcément des écrits, comment ça s'appelle, bien vus, la littérature jeunesse, et c'était pas forcément des écrits comme il faut. Voilà. C'était, voilà. Lui, il voulait vraiment faire, parce qu'il avait donc les petites filles de son voisin, il voulait vraiment leur fabriquer des histoires sur mesure pour elles, pour pouvoir les faire rêver. Mais comme c'était pas bien vu, du coup, il a pris un nom de plume. Et son nom de plume, en fait, il a pris, comment ça s'appelle, pour Carole, c'était le nom d'une peluche, d'une marque de peluche. Et dans Neverend, à un moment donné, on lui fait la réflexion en disant, c'est quoi ce nom-là qui veut rien dire? En plus, je croyais que c'était le nom d'une marque de peluche, en fait, votre truc. Voilà. Donc, du coup, encore une fois, l'anecdote se vaut. Et pour ceux qui s'intéressent au personnage donc de Lewis Carroll, s'ils regardent au niveau de la biographie, ils verront ce petit détail et ils auront peut-être appris quelque chose par rapport donc à l'anecdote citée dans la série. Mais pour ceux qui n'ont pas forcément goût à vouloir creuser plus profondément, du coup, ça fera juste un élément comme ça qui est cité dans la BD. Mais encore une fois, moi, ça me permet de mettre en avant des choses qui m'intéressent. Encore une fois, comme j'ai dit au tout départ, pour moi, la bande dessinée, c'est une interface qui me permet de revenir sur des choses qui me plaisent ou qui m'ont déplu. C'est voilà, avec finalement comment ça s'appelle, un public, mais surtout avec des gens avec lesquels je pourrais échanger. Pour moi, c'est mon réseau social, c'est ça, quoi. Voilà. Donc, vu que je suis une férue de culture et de folklore, de mythes et légendes et de contes de tout genre, de tout poil et de toutes origines, j'inclus cela dans comment ça s'appelle, dans mes séries. Et puis, ça me permet aussi, quand j'ai trouvé l'origine d'une nouvelle légende, du coup, je vais la mettre en scène, soit par une anecdote, soit par un nouveau personnage qui va arriver. Mais voilà, après, pour la série Stray Dog, où j'ai vraiment basé sur le mythe de la bête du Gévaudan, ça, c'est parce que, effectivement, ça fait partie d'un mythe moi j'avais ça plutôt une énigme judiciaire d'ailleurs, parce que la bête du Gévaudan a réellement existé, hein. C'est pas du folklore, ça a vraiment existé. On a encore dans le Gévaudan les stigmates de comment ça s'appelle, de ce qui s'est passé à cette époque-là. On a les registres comment ça s'appelle, des communes qui font partie du Gévaudan qui recensent les victimes de la bête. Et voilà, c'est une énigme qui n'a jamais été résolue, qui s'est passée finalement, mine de rien, pas si loin de chez nous, parce qu'on cite toujours, par exemple, un des plus connus en Europe, Jack l'Éventreur, par exemple. J'ai envie de dire que Jack l'Éventreur, il y a eu énormément de livres qui ont été faits ou qui ont été faits dessus. Il y a énormément de gens qui sont penchés sur la question pour trouver l'auteur des crimes. Là, on a quand même eu en France un génocide de plus de 300 personnes, et encore, c'est que celles qui ont été recensées, puisqu'il y en a normalement beaucoup plus. Et puis au final, on sait pas ce qui s'est passé. Voilà, on sait pas, et puis on cherche pas. En fait, on n'a jamais forcément cherché. On a dit, voilà, il y a deux, trois théories qui se proposent.
Et puis ça nous va, mais en fait, aucune d'elles n'a été validée. Et au final, on ne sait pas et on n'a pas forcément envie de savoir, alors que c'est quand même une affaire qui est survenue sur plusieurs années, qui a quand même fait beaucoup plus que 5 victimes, hein, par référence, si je fais référence à Jack Éventreur, et puis qui a remis en, comment ça s'appelle, qui a mis en doute, qui a vraiment jusqu'au plus haut point de la France, puisque ça a remis en question le pouvoir du roi, comment ça s'appelle, ça a tenu tête finalement et ça a remis en question l'Église, alors qu'à cette époque-là, la religion était quand même toute puissance. Ça a contribué, mine de rien, en aparté à l'éradication du loup en France. C'est quand même pas rien, d'ailleurs, puisque c'est quand même une espèce maintenant qui a droit de protection. Mais encore une fois, c'est parce que justement on a eu les battues pour déloger la bête que tous les loups en France ont été exterminés. Donc voilà, on a quand même eu des répercussions à beaucoup, beaucoup de niveaux, avec encore une fois un mystère qui reste totalement entier. Donc c'est vrai que moi, ça m'a toujours interpellée et j'ai eu envie effectivement d'inclure cette figure dans une série pour en faire encore une fois un point de réflexion. Voilà, est-ce que vous, ça vous interpelle pas? Est-ce que ça vous dirait, vous, de savoir ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y aurait moyen qu'on puisse découvrir, même des siècles après, à avoir le fin mot d'histoire, quoi. Donc moi, j'en propose, je pars d'une des théories qui me paraît le plus cohérent, à savoir la jonction d'une bête dressée et d'un maître qui a commis ces actions. Après, c'est mon interprétation. Après, je suis preneuse si quelqu'un arrive à trouver le fin mot d'histoire. Et j'aimerais bien l'avoir. Voilà. Donc oui, pour répondre à votre question, effectivement, c'est vrai que les mythes et légendes sont une source pour moi comment ça s'appelle, d'imagination et puis de création aussi. Et puis encore une fois, ce sont des personnages qui sont à la fois connus et méconnus, puisqu'on ne connaît que la partie finalement, soit si on prend les contes européens, soit la partie des contes des frères Grimm. Et encore, on n'a que ceux qui sont le plus publiés, parce qu'ils en ont fait énormément, qui sont très très peu publiés. Et puis ça me permet aussi, par l'intermédiaire des figures de ces personnages qui vont représenter les personnages de contes, si j'en inclus quelques-uns dans mes histoires, de montrer finalement des personnages qui sont pas forcément comme il faut, encore une fois, pour faire réfléchir à nouveau les gens dessus, puisque les contes, au départ, s'ils ont été créés, euh, c'est pour avoir une morale, c'est pour dénoncer quelque chose par l'intermédiaire, toujours pareil, de figures qui vont être poussées à l'extrême. Donc après, ça a été édulcoré pour pouvoir être remanié à des publics très très jeunes, mais au départ, les contes se sont énormément, la toute première version des contes, c'était très très noir, et c'est cette version-là qui m'intéresse parce que justement, c'est là qu'on a des éléments qui sont montrés et qui ont complètement disparu ensuite. Donc voilà. Je pars jamais dans l'optique, encore une fois, de me dire, ah, je dois obligatoirement, ou j'ai envie de faire obligatoirement quelque chose avec des contes dedans. Ça s'est fait comme ça finalement pour les séries, donc Stray Dog, Martian et Neverend, parce qu'en fait ça fait partie du même univers. Parce que au départ, je voulais traiter encore une fois, par l'intermédiaire du personnage de Toru, de la mort, de la rédemption et du remords. Et c'est un personnage que je voulais très noir, mais également très torturé, avec un côté, encore une fois, très mortel, on va dire très létal, bien malgré lui d'ailleurs, puisque voilà, c'est un personnage qui est excessivement humain, trop même, alors que d'un autre côté, il a cette espèce de côté bestial qui est létal voilà, à 100%. Et c'est que une fois que j'ai créé encore une fois les thèmes que je voulais porter, après je me suis dit ah oui, mais et si je poussais le bouchon, on va dire jusqu'au point où le personnage serait maudit par quelque chose qu'il ferait carrément. Encore une fois, c'est un personnage qui de base est très très humain, qui a un énorme cœur, etc. Et c'est justement parce qu'il a ce côté très très humain que le fait de causer tous ces malheurs partout où il passe, à son bien malgré lui, fait que ça le rend encore plus versé vers le remords, quoi. Vers le remords et l'envie de racheter ses fautes, mais il n'y arrive pas, puisqu'à chaque fois, il retombe toujours dans ce travers-là. Et du coup, par rapport à ça, je me suis dit, si je lui avais donné une malédiction bien tankée, qui ferait, on va dire, tourner en boucle son processus, à savoir, voilà, je regrette ce que j'ai fait, en même temps, je n'ai pas pu faire autrement, parce que s'est passé ça, et en même temps, je le regrette, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
Et du coup, bah, après, c'est imposé par rapport à ça, bah, du coup, la figure du monstre carrément, pour symboliser, on va dire, toute sa partie noire, etc. Donc carrément un changement de visage. Et du coup, en changeant de visage, je dis, mais qu'est-ce qui symbolise en fait le plus magnifique des animaux dans la culture européenne? Bah, c'est le loup. Donc, c'est imposer la figure, bah, finalement, après, bah, je me suis dit, bah ouais, donc au final, s'il est monstrueux, et si j'en faisais un loup-garou, par exemple, et après, c'est proposé bah, par-dessus la légende de la bête du Gévaudan, puisqu'encore une fois, la théorie que je pense la plus plausible est la notion dans les méfaits et les meurtres de la bête, bah, un maître qui la guide et donc qui commande cette bête-là. Et du coup, j'en ai fait un personnage qui est à la fois le maître et la bête. Voilà. Avec le côté, j'essaie de la maintenir, en même temps, je n'y arrive pas, et ainsi de suite. Donc, en fait, ça s'est créé plutôt comme ça. Encore une fois, je crée toujours les thèmes. C'est toujours le même processus. Je crée des thèmes, je crée un personnage. Le personnage, ensuite, je le travaille. Et ça, après, c'est dans le processus créatif du personnage, une fois que j'ai créé son visuel, que je commence à créer finalement son histoire, qu'après, je vois sur quel plan je pourrais pousser, on va dire, le bouchon le plus loin possible pour faire le plus réagir le lecteur par rapport à tel personnage. Et du coup, bah là, il y a certaines fois où se propose le fait de lui adjoindre une partie bah, plus mythologique ou plus fantastique si on est sur un registre fantastique. Là, les histoires de Stray Dog, Mortician et Neverend se proposaient dans un registre, on va dire, satirique de notre société, mais avec un côté fantastique adjoint dessus. Donc, c'est vrai que ça me permettait justement de coller certaines figures donc mythologiques ou de contes par-dessus. Dans le manga Ayakashi, c'est vrai qu'on fonctionne sur du folklore japonais, donc c'est la voix qui m'a permis d'adjoindre le côté folklorique et donc bestiaire fantastique japonais par-dessus. Dans un autre, bah, dans le prochain projet que je porte, à savoir le projet Gone, il n'y a aucune partie fantastique dedans. Ce sont d'autres thèmes qui vont être mis en avant dedans. Il n'y aura aucun personnage de conte à l'intérieur. À part si quelqu'un fait une référence à un moment donné à une histoire qu'il a lue, pourquoi pas, mais il y aura pas de partie fantastique. C'est vraiment quelque chose d'ancré dans le maintenant, l'actuel et le réel à 100%. Donc voilà, ça sera encore un autre registre. Je suis pas spécialisée dans les contes, mais c'est vrai que c'est une partie où que j'aime bien manier parce que encore une fois, ça me permet encore une fois de pousser le plus loin possible les figures de mes personnages qui sont toujours bah, des personnages non conformes à ce qu'on pourrait attendre d'un héros. C'est un personnage qui sera maudit, c'est la sorcière du coin, c'est comment ça s'appelle, comment dire, bah, encore une fois le loup-garou, alors que c'est une figure qui est censée être maléfique, et ainsi de suite. Donc, c'est pour permettre de mettre en avant toujours bah, le fait de faire la différence entre bah, l'aspect de base et le comportement, la manière de penser, les actions d'un personnage. Et ça vaut aussi pour la vie réelle. Donc, ne pas condamner ni juger quelqu'un à la première image que l'on a, attendre de découvrir la personne pour se dire, OK, celui-là, c'est quelqu'un de bien ou celle-là, c'est quelqu'un de bien. Ou au contraire, bah, cette personne-là, elle n'en vaut pas la peine ou il y a rien à sauver dedans, quoi. Au départ, moi, quand j'ai commencé à proposer mes titres, le fait d'inclure des mythes et légendes et de mettre en scène des personnages de mythes et légendes, ça ne se faisait absolument pas. D'ailleurs, le style de seinen ne se faisait pas non plus, d'ailleurs, quand j'ai commencé. c'est c'est ça qui explique, je me dis, dans la partie optimiste, que c'était pas forcément ce qu'on dessin du tout pourri et que j'avais forcément décidé de tout pourri au départ, que c'était refusé de partout. C'était peut-être parce que ils n'avaient pas de, comment ça s'appelle, de ligne éditoriale pour proposer. C'était la version très bisou. Non, mais c'est vrai qu'au départ, quand j'ai proposé ça, beaucoup d'éditeurs, quand bah, je suis revenue avec le bagage, une fois avoir eu bah, du coup l'audience aux États-Unis de certains titres, quand j'ai reproposé sur le sol français bah, mes séries, parce que je me suis dit pourquoi ça marcherait ailleurs et pourquoi ça marcherait pas en France. Après tout, on n'est pas si différent du lectorat international quand même. Donc voilà. Et beaucoup m'ont répondu, mais pourquoi vous avez mis des loups-garous? En fait, ça se fait pas. Puis même mettre en place, enfin mettre en scène des contes comme ça se fait pas. Soit on fait des contes pour enfants et on respecte, on va dire, le conte de A à Z et on n'en fait pas une réinterprétation. On met pas en scène des personnages de contes en fait comme ça qui pourraient se balader d'un conte à l'autre au sein d'une même histoire, quoi. Ça n'existe pas. Et puis après, entre-temps, bah, est passé
Twilight est passé Once Upon a Time, est passé, voilà, donc maintenant ça reste du registre du commun, mais c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, ça se faisait absolument pas. Tout comme le seinen, nous, c'était estampillé manga adulte, mais il n'y avait pas de registre, ça n'existait pas. Donc c'est vrai que proposer des histoires avec des personnages portant en eux des notions de mythes et légendes au sein de titres qui se passait dans quelque chose de finalement très réel, puisque certes, ça se passe par exemple à Ishtar, Post-Tragédie Mortisane, mais Ishtar étant basé sur le fonctionnement de Chicago et de Paris quand ça s'appelle au début du XXe siècle, c'est quand même quelque chose qui nous parle, quoi. Voilà, les bâtiments sont tous existants. Enfin voilà, ils sont visibles. Dès qu'on fait un tour un peu dans certaines capitales de l'Europe, on voit l'horloge astronomique de Prague qui est la tour principale d'Iftar, par exemple. Enfin, tout ça, c'est des choses qui existent et qui sont visitables maintenant comme avant. Mais c'est vrai que voilà, le registre seinen n'existait pas. Le fait de traiter au sein d'une seule histoire de plusieurs registres, à un moment donné, ne pas se focaliser que sur un seul registre particulier, comme dans le shonen où on a beaucoup d'actions et au niveau desquelles les parties émotionnelles sont quasi absentes. Le fait d'avoir au sein de même histoire, par exemple, si les personnages à un moment donné s'opposent et se confondent, on a des parties dynamiques avec des combats. Si on a des personnages qui à un moment donné vont tomber amoureux ou vont être tristes, on passera plus dans un registre émotionnel ou voire romantique. Si on a des personnages qui sont à un moment donné plus confrontés à des énigmes ou des choses plus légaux, médicaux, du coup, on aura une partie scientifique qui va se rajouter dessus, une partie judiciaire qui va se rajouter dessus. Enfin, tous ces thèmes-là qui sont dans un pot pourri au sein même d'une même histoire, du coup, ça ne se faisait pas. Donc, c'est vrai que, voilà, du coup, ça reste une petite particularité. Et encore une fois, moi, j'ai l'habitude de dire que je propose des histoires. Après, ce qui va être mis dedans, je sais pas. En fait, ça va dépendre. Je vais pas forcément me dire, par exemple, que telle chose marche, donc forcément, je vais taper dedans. Moi, beaucoup de fois, on m'a dit, écoutez, vous remplacez, une fois que Twilight était passé d'ailleurs, euh, changez la figure, vous prenez pas des loups-garous, prenez des vampires et on vous édite. Ouais, mais non, ça correspond plus à ce que je voulais faire, à la partie bestiale que je voulais montrer du personnage principal, ça n'allait pas. Donc, encore une fois, c'est un risque à prendre dans le sens où peut-être que certaines séries seront jamais éditées par un éditeur et seront peut-être juste auto-éditées. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu envie de raconter l'histoire comme j'ai envie de le faire, avec les éléments que j'ai envie d'incorporer dedans. Après, si par chance ça plaît, là pour le coup, c'est super. Si ça ne plaît pas à un pôle éditorial, je vais quand même réfléchir, mais je vais pas forcément changer ma copie. Je vais faire autre chose. Je vais faire une autre histoire, mais si telle histoire est pas prise, c'est pas grave. Je vais pas pour autant la changer parce que c'était ce que je voulais traiter là-dedans et de telle manière. Et voilà, c'est le seul point sur lequel je reste finalement tanké sur sur mes positions. Je pourrais citer Neverend, effectivement, parce que c'est une série qui est déjà prise sous contrat, etc. Pour Gone, c'est un peu plus compliqué parce que pour l'instant, c'est quelque chose qui n'a jamais été encore fait en BD au niveau de la forme et au niveau des thèmes traités dedans. Donc, du coup, c'est vrai que donner de visu, ah tiens, porte ouverte, celui qui veut en attendant se faire quelque chose et faire publier avec, c'est compliqué. Donc, du coup, je vais parler de Neverend. Neverend est la dernière partie donc, du triptyque Mortician Stray Dog, en sachant que ça se passe encore avant les événements de Mortician. En fait, c'est à l'origine de la césure entre la partie de la race des humains et la création de la race des Carats. Ça explique comment le monde s'est mis en place tel qu'on le connaît finalement dans Mortician. Et là, pour le coup, on a vraiment les démons mythiques de base qui sont à l'origine, finalement, au niveau des lignées des personnages que l'on rencontre à la fois dans Mortian et donc dans Stray Dog. On a l'origine aussi de la malédiction d'Otoru. Pourquoi est-ce qu'il se trimballe, en fait, avec cette malédiction-là? Et là, on a vraiment les personnages typiques, entre guillemets, ou pas d'ailleurs, de contes qui sont vraiment, qui prennent vraiment de plein pied part à l'histoire. Donc, je disais tout à l'heure le personnage du chaperon rouge, et donc qui porte en lui-même son propre conte, et il symbolise en lui-même son propre conte, mais qui est à l'origine, comment ça s'appelle, toute la lignée des Lycans, quel qu'il soit. Donc, parce que c'est le premier, vu il est comment ça s'appelle, il porte à la fois en lui-même
la malédiction du loup, donc il se transforme lui aussi en loup au départ. Donc c'était le tout premier lycan qui a existé. On a également Doxton qui a inventé au fur et à mesure le conte d'Alice. Voilà. Donc on a ce melting pot, on va dire, de personnages qui vont se réunir sous la houlette donc d'une seule et même personnage, qui est donc Iftar, qui est donc l'origine, de toute façon, la figure principale de la ville. Et d'ailleurs, on a appelé la ville en son honneur parce que c'est elle qui a sauvé le monde. En fait, la partie de Neverend, on a donc un mal qui envahit le monde et qui a scindé le monde en deux. On a le monde du dessus et le monde du dessous. Et comment ça s'appelle? On a donc deux reines qui s'opposent, la reine du monde du dessus et la reine du monde du dessous. Et en sachant que le monde du dessous, c'est les cauchemars qui sont présents. Et le monde du dessus, c'est les personnages réels, c'est comment ça s'appelle la réalité telle qu'on la connaît. Et à un moment donné, on a les personnages donc du monde du dessous qui vont envahir le monde du dessus. Donc on a du coup la réalité et l'onirique qui vont se mêler et vont se former des coalitions pour pouvoir repousser, on va dire, donc les cauchemars dans les antres finalement de la Terre et de l'imaginaire au final pour justement sauver le monde. Sauf que une fois que le monde est sauvé, en fait, on a les personnages donc imaginaires qui restent finalement en place. Et c'est ça dans la réalité. Et c'est ça qui est à l'origine finalement de la création des personnages, enfin de comment ça s'appelle, de la race des Karates, qui sont des démons et qui sont eux porteurs des mythes et légendes tels qu'on les connaît. Voilà. Donc, à nouveau, Neverend est une série qui peut être lue totalement indépendamment de Stray Dog et de Mortician. Encore une fois, je le précise, une série qui se suffit à elle-même. Après, si les gens ont envie de voir ce que ça donne ensuite, ce que donnent finalement les petits-enfants de tels personnages, voilà, pourquoi pas. Par exemple, dans Neverend, un personnage comment ça s'appelle, de la coalition qui vont se battre pour libérer le monde des cauchemars, c'est le personnage de Roussiane, qui est donc, ça en revient au tout début, le père d'Hirou, le personnage comment ça s'appelle, le petit démon chat là, qui a à peine à réaliser ses objectifs et qui a du mal à être à la hauteur finalement de son héritage. C'est pour ça qu'il a beaucoup de difficultés parce qu'il porte un patrimoine qui est quand même assez énorme puisqu'il est le fils direct d'un des grands héros finalement du monde tel qu'on le connaît dans Mortician et Stray Dog. Et lui, du coup, il a du mal à porter cet héritage, finalement ça le bloque et il a du mal à être à la hauteur et à la fin, le retour dans Stray Dog, comme ça y est, il a accepté son truc et il a réussi à le gérer, il a réussi à, comment ça s'appelle, à atteindre ses objectifs et maintenant, c'est lui qui a repris la relève de son père. Voilà. Donc après, comment ça s'appelle, Neverend sortira une fois que Ayakashi, le dernier tome, sera paru, en sachant qu'Ayakashi est une série en 3 tomes. Et donc là, c'est vrai que là, je suis en train de boucler le tome 6 de Stray Dog qui est assez conséquent et qui me fait tourner en bourrique parce que les décors sont juste fatigants. Épuisants même. Je dirais même épuisants. Et du coup, c'est vrai que ça a pris un peu de retard parce que, encore une fois, c'est un volume qui est très gros. C'est un volume où il y a énormément de choses qui se passent dedans. Et c'est un volume qui me donne énormément de mal à être réalisé parce que il y a énormément de détails, il y a voilà, au niveau graphique, la difficulté, je prends beaucoup de plaisir à le dessiner parce que franchement, je dessine des scènes et puis comment ça s'appelle, des passages avec donc des révélations que je voulais mettre en scène depuis le tout premier chapitre finalement. Mais après, c'est un volume qui est extrêmement compliqué au niveau graphique à être réalisé parce que les scènes sont difficiles, parce que les décors sont juste un cauchemar. Et voilà, et puis du coup, c'est long, mais ça arrive. Après, Ayakashi donc, sera entamé, comment ça s'appelle, incessamment sous peu, puisque là, je suis en bouclage jusqu'à Doc 6. Et puis, une fois que le dernier tome d'Ayakashi sera apparu, après, à partir de 2023, ça sera Neverend qui viendra compléter le panel, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Et c'est tout. Après, Gone, c'est encore un projet, encore une fois, qui est en maturation. Et malheureusement, c'est quelque chose où j'aimerais beaucoup en parler, mais encore une fois, comme c'est vraiment quelque chose qui est novateur et
J'espère que c'est pas très prétentieux de le dire comme ça, mais vraiment, que ce soit au niveau de la mise en page, que ce soit au niveau du format, que ce soit au niveau des thèmes traités dedans, pour l'instant, c'est quelque chose qui n'a pas été encore vu en BD, en manga et même en franco-belge. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais pas forcément donné, entre guillemets, des idées, voire éventuellement des bonnes idées à d'autres avant que le projet soit assez abouti pour que j'ai le courage de le présenter en édition. Voilà, pour l'instant, il est encore en maturation et j'y travaille, je le peaufine, j'essaie de voir comment je peux m'en sortir avec. Et afin que quand je le propose le jour où j'aurai le courage de le présenter en édition, ça sera l'édition, enfin, ce sera la version la plus aboutie possible du projet et que ça soit assez béton, que ça puisse passer donc du coup en édition, quoi.